Chers amis, moi j'ai l'habitude de faire des introductions, on m'a demandé de faire une conclusion, et comme vous le savez, il y a deux manières de faire des conclusions, soit on les écrit à l'avance, c'est le cas le plus courant, mais pour ma part, j'ai pas voulu le faire, donc c'est la troisième version de ma conclusion dans la journée. Bon, je me livre à cet exercice pour la première fois, un exercice un peu délicat. Je voudrais commencer par une citation que vous connaissez sans doute, parce que vous êtes peut-être lecteur du Figaro, c'est « Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Lecteur du Figaro, vous avez écrit en dessous, mais c'était quand même d'abord une citation de Beaumarchais, qui est quand même une grande figure de notre littérature et de la Révolution, quand même, si on le prend de manière large. Et donc, une fois qu'on a dit ça, moi je suis tout à fait partant pour les exercices d'autocritique quand il faut savoir les assumer. Mais là, pour autant, regardant les notes que j'ai prises tout au long de cette journée, à l'écoute de tous les intervenantes et tous les intervenants que je veux encore remercier au nom de la Fondation, à vous voir nombreuses et nombreux en ce week-end de 3 jours, c'était quand même pas complètement gagné, on a un petit peu hésité quand on a prévu cette journée, eh bien je crois que nous avons eu raison. 1, de ne pas fêter cet anniversaire de la Fondation seulement par un pot, on l'avait envisagé à un moment. 2, d'organiser un colloque qui montre la Fondation telle qu'elle est, au travail sur des questions de lourds enjeux, ouvertes à des approches plurielles, des regards différents, je crois qu'on l'a entendu au cours de la journée. 3, d'organiser un colloque qui porte sur cette question, le monde du travail et les milieux populaires. Alors bien sûr, nous n'avons pas donné dans l'originalité historique en choisissant cette question qui a déjà été posée à plusieurs reprises par le passé, mais je crois que la question « que faire » a déjà été posée par le passé et qu'il faut pourtant la poser à nouveau, notamment pour la raison suivante, c'est qu'on peut éventuellement avoir une volonté et un objectif inchangés, mais pour que cet objectif avance, pour que cette volonté prenne corps, il est impératif d'avoir une connaissance juste du monde réel dans lequel cette volonté a à se déployer, sous peine de risquer d'aller dans le mur. Or justement, le monde change, le monde du travail change, les milieux populaires changent, et pas toujours comme on le pense, pas toujours comme on le voit individuellement, pas toujours comme on le voit à travers sa famille, ses amis, ses voisins, ses administrés. Pas toujours comme les discours dominants le décrivent. Je rappelle quelques chiffres que j'ai notés ce matin, 25% de cadres, je crois que c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine souvent tout de même, 20% d'ouvriers, et là, il y a une question de point de vue, je pense que c'est peut-être moins que ce que les générations nées dans les années 50 pouvaient avoir en tête, mais c'est quand même plus que pour des gens de ma génération, auxquels on a rabâché en permanence, qu'il n'y avait plus d'ouvriers dans ce pays. Donc on peut le prendre d'une manière ou de l'autre, ce chiffre-là. 1 à 2% d'auto-entrepreneurs, là je crois que parfois on a l'impression que c'est la nouvelle classe ouvrière, et qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les ouvriers. Bon, il faut regarder les choses avec un petit peu de perspective, sans rien opposer, mais pour tout comprendre. Par ailleurs, je veux aussi saluer dans les choses qu'on a pu noter en début d'après-midi, ça n'a pas été dit, mais ça a été écrit, en l'occurrence dans la thèse qui a reçu le premier prix de la Fondation Gabriel Péri. Eh bien aujourd'hui, quand on est éboueur, on peut avoir des diplômes de l'enseignement supérieur. C'est ce que j'ai appris dans la thèse d'Hugo Brett. Vous voyez, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous aviez dans la tête non plus. Donc vous voyez, cette connaissance du monde du travail et des milieux populaires, elle n'est pas un donné une fois pour toutes, et il s'agit, si on veut changer le monde, d'en avoir une appréhension un petit peu réelle, un petit peu fine. Parce que, à partir de là, on peut réfléchir parfois, et c'est pas automatique, à des dispositifs spécifiques. Ça peut être, à partir d'une analyse du réel, on peut se dire, il faut des cellules d'entreprise. Ou alors, jadis, on a pu dire, puisqu'on a une main-d'œuvre immigrée qui est importante, mais qu'on n'arrive pas à toucher par les moyens classiques, alors il faut l'organiser spécifiquement. C'était ce qui avait été développé dans la Partie communiste ou la CGTU. Ou alors les collectifs de chômeurs, que les communistes ou la CGT ont pu organiser au moment du Front populaire, quand le chômage est devenu une réalité de masse. De ce point de vue, cette dialectique, c'était le mot qu'a employé Marie-Claire Caïto cet après-midi aussi, entre l'unité de la classe et la diversité de ses composantes est quelque chose que nous avons à manier en permanence. Et de ce point de vue, puisque Alain a évoqué ce matin les partenariats de la Fondation Gabriel Péri, la Fondation est un partenaire historique de Ciné-Archives qui gère le patrimoine historique audiovisuel du Parti communiste et du mouvement démocratique. Et de ce point de vue, si vous voyez un jour La vie est à nous, ce film de Jean Renoir fait pour la campagne électorale du Parti communiste de 1936, vous y verrez un excellent exemple de cette dialectique où vraiment c'est un discours de classe martelé en permanence, et en même temps vous avez l'ouvrier, et en même temps vous avez le chômeur, en même temps vous avez l'immigré, en même temps vous avez les femmes, en même temps vous avez... Donc il y a cette dialectique en permanence pour être au plus près aussi des réalités de chacun et de celles et ceux qu'il s'agit de mobiliser.
Je viens maintenant au titre de notre rencontre, milieu populaire et monde du travail. Milieu populaire, pourquoi, après tout, une attention particulière au milieu populaire? Est-ce que ce serait par misérabilisme, par charité, par volonté d'identification préférentielle au milieu populaire? Bien non, pour 4 raisons. La première, c'est parce que nous identifions, et je pense qu'on l'a bien entendu et bien vu aujourd'hui, que le rapport entre les milieux populaires et la politique est en crise profonde. Et que ce qui a été réussi partiellement, parce qu'il ne faut pas enjoliver excessivement, mais ce qui a été réussi quand même partiellement par le Parti communiste pendant un certain nombre de décennies, est aujourd'hui évidemment en difficulté depuis un certain temps, sans qu'aucune force politique ait jamais vraiment pris le relais en la matière. Dans une autre vie, mais j'avais été délégué en 2017 pour aller au siège de la campagne de notre candidat commun d'alors. Je n'y avais pas trouvé beaucoup de milieux populaires dans cette salle, et je le dis sans esprit de polémique aucun. Évidemment, je n'ai pas eu la possibilité, je pense que je ne l'aurais pas, d'avoir ce genre d'expérience avec le Rassemblement national, mais une analyse statistique du Rassemblement national, de ses élus et de ses forces, montre bien qu'ils n'ont pas non plus un ancrage, je parle non pas de leurs électeurs, je parle de leur encadrement, de leurs élus, un ancrage fort dans ces milieux-là. Deuxième non, c'est qu'il y a des difficultés spécifiques qu'on peut repérer dans ces milieux populaires dans leur rapport à la politique. D'abord, un rapport au temps, ça a été souligné, une recherche grande de concret, souvent plus forte dans ces milieux populaires, ça est revenu plusieurs fois, je pense à ce qu'a pu dire Patrice Bessac, ce qu'on peut dire d'autres aussi, une attente plus forte de ça, des recherches parfois plus immédiates, avec des volontés d'immédiateté qui ne sont pas toujours faciles à entendre, quand le rapport de force n'est pas là. C'est-à-dire quand le rapport de force n'est pas là, il n'est pas toujours facile de répondre à des attentes de changement immédiat, si je peux dire, dans un certain nombre de ces univers. Et puis il y a évidemment le rapport à ce qu'est pour une part le monde politique dominant, ses abstractions, son beau langage, qui n'est pas un élément dans lequel on baigne tous les jours, parfois dans les milieux populaires. Je prends un exemple. On dit souvent que le Parti communiste, je viens de le faire presque ici, et voilà le parti qui a pu avoir en son sein beaucoup de membres des milieux populaires. C'est évidemment vrai, mais ce n'était pas une nouveauté du point de vue de ses adhérents. La SFIO, le Parti socialiste d'avant-guerre, avait beaucoup d'ouvriers parmi ses adhérents. Simplement, plus on montait dans les échelons, moins il y en avait. Pourquoi? Pas par une espèce de politique de discrimination décidée et mise sur le papier. Pour une raison simple, c'est que la politique, c'est souvent des mots, c'est souvent de l'écrit, et qu'évidemment, quand on est instituteur, pour parler du SFIO, je ne parle pas des partis de droite, quand on est instituteur, c'est son métier, les mots et l'écrit, beaucoup plus que quand on est ouvrier ou quand on est employé. Et donc, de ce point de vue, ça entraîne des mécanismes qui sont forts à l'intérieur des partis politiques eux-mêmes. Ce que je veux donc dire par là, c'est que se poser la question de la crise du rapport entre les milieux populaires et la politique n'est pas une question, qui appelle juste des réponses volontaristes sans réflexion. Ce sont des questions complexes, compliquées, difficiles. D'autant plus dans le contexte présent qu'on connaît bien, marqué par une fragilisation des capacités de mobilisation de ces milieux. Je pense en particulier à l'implantation syndicale dans la diversité de ces milieux, puisque historiquement, le syndicalisme a souvent été la première porte d'entrée des milieux populaires dans ces voies de politisation. Or, ce syndicalisme aussi est pour une part en difficulté. Donc, c'est pas pour des raisons comme ça abstraites et un peu lointaines qu'on s'est posé la question spécifiquement, qu'on a voulu mettre l'accent sur les milieux populaires. Troisième non, si je puis dire, c'est que se pose en plus la question dans les fondations, et pas seulement, la question du deuil de ces milieux populaires. Une fois qu'on dit qu'il y a une crise du rapport entre les milieux populaires et la politique, on peut décider d'en faire le deuil. Beaucoup de forces politiques ont fait le deuil de la mobilisation politique des milieux populaires en les condamnant à l'abstention, soit le faisant sans le dire, je ne donnerai pas de nom, soit le théorisant, et là vous pensez bien sûr à Terra Nova qui a théorisé cela, ce deuil, cet abandon de ce point de vue. Pour nous, nous pensons ici que ce deuil des milieux populaires, c'est injuste, c'est insupportable, et c'est aussi la certitude du pire, et je crois que l'histoire nous le démontre chaque jour davantage. Quatrième raison, ces milieux populaires, pourquoi est-ce qu'on a voulu les aborder? Pas pour faire ce que je viens de faire dans ces 3 points, c'est-à-dire pour en remettre sur les difficultés, même s'il faut en avoir conscience, mais pour essayer de réfléchir aux expériences où on essaye et où s'expérimentent des choses, des expériences intéressantes. Je pense qu'on a pu le voir un peu à travers à travers ce qu'a pu dire Montreuil et Est ensemble, territoire populaire s'il en est, où des choses se font, avec Patrice Bessac. Ça a été le cas aussi avec les expériences intéressantes de mobilisation de large ampleur autour de la défense de
services publics de santé dans les territoires ruraux de l'Est de la France, c'était la deuxième intervenante dans la table ronde, la lutte des Verts baudés, ce qu'elle a fait bouger concrètement et dans les têtes. Voilà, c'est juste pour essayer de réfléchir ensemble, à essayer de faire notre miel et une réflexion plus collective sur quel chemin pour sortir de ces difficultés. Et puis bien sûr l'échange que Louise vient d'avoir avec Fabien, sans être exhaustif puisque tout l'ensemble de la journée a été conçu autour de ça. Milieu populaire. Voilà donc pourquoi on a voulu se pencher spécifiquement sur les milieux populaires. Pas par misérabilisme, mais parce qu'il y a une grande question politique derrière ça, la question spécifique des milieux populaires. Monde du travail maintenant. Évidemment, là, on a une question théorique, une question stratégique, une question empirique. L'expression, d'ailleurs, ça est venu dans la discussion, ne tranche pas, ne tranche rien, et elle suggère une piste quand même. Elle suggère la piste que c'est bien grand angle de ce côté-là qu'il faut continuer à regarder. C'est-à-dire une vision qui essaie d'envisager largement ce monde du travail. Or ici, il y a évidemment matière à débat, selon qu'on envisage les choses, c'est venu dans la discussion, prolétariat, classe ouvrière, salariat, classe laborieuse, etc. Et la dialectique de cette classe a des spécificités qui la traversent, revenus, diplôme, origine familiale, réalité territoriale, etc. C'est évidemment pas une question simple, c'est pourquoi il faut vraiment s'y atteler, parce que nous savons bien que sur cette question de la conscience de classe, nous sommes plutôt en difficulté dans la dernière période, et en même temps, c'est pas une question secondaire, dans la mesure où il va assez clairement de soi que l'extrême droite, s'épanouit sur une conscience de classe atrophiée. Donc c'est une question d'importance. Donc la difficulté et l'enjeu nous ont amenés à vouloir mettre au cœur de cette journée cet enjeu du monde du travail, pris comme ça d'une manière très unitaire et très large. Alors évidemment, la Fondation Gabriel Péri n'est pas un parti politique, ne le sera pas. Elle n'est pas non plus un lieu d'érudition gratuite. Et elle n'est pas non plus, et ça c'est Alain Obadia, le président, qui le répète souvent, elle n'est pas non plus un think tank, sorte de lobby géant. Vous voyez, on n'est pas une espèce de lobby géant au service de je ne sais quoi. La Fondation est un lieu de travail large au service du changement social. Et une chose est sûre, il ne suffit pas de comprendre le monde pour parvenir à changer les choses, mais prétendre changer les choses sans essayer de comprendre le monde est une fable dérisoire. Je crois donc que la Fondation Gabriel Péri, j'ai presque envie de dire hélas, a de très bonnes raisons d'exister aujourd'hui et qu'il faut se réjouir qu'elle fête ses 20 ans pour affronter avec toute l'énergie requise la période tumultueuse dans laquelle nous évoluons, dans laquelle le pire n'est pas impossible sans être pour autant certain. Merci à vous donc une fois encore pour votre présence jusqu'ici et demain, je l'espère, avec la Fondation Gabriel Péri. Merci aux intervenants, aux intervenantes, aux animateurs et animatrices de ces tables, aux équipes de la Fondation Gabriel Péri qui ont permis le succès de cette journée, aux bénévoles, aux militants, à l'accueil sécurité, aux services généraux de l'espace Niemeyer, siège du Parti communiste français, qui ont permis que ce rendez-vous puisse se tenir de bonne façon, je le crois. Merci à Claude qui assure la captation qui vous permettra à vous de retrouver ces échanges. Et puis évidemment, je veux quand même adresser, dans le respect souverain du conseil d'administration de la Fondation Gabriel Péri qui se tiendra dans quelques jours, un coup de chapeau particulier à Alain Obadia qui a donc présidé aux destinées de la Fondation pendant une longue période et qui était là depuis le départ, donc depuis 20 ans d'engagement au service de la Fondation. Je crois que c'est pas tout à fait de secondaire. Et puis j'ai appris ce matin que Fabienne était là aussi depuis 20 ans. Alors évidemment, je la salue aussi parce que trésorière d'une fondation qui perd 2/3 de ses moyens, ça demande un petit peu de travail, évidemment, derrière tout cela. Donc merci à eux, on aura l'occasion de les retrouver. Merci à vous tous.